Aujourd'hui, on va parler d'échec, mais pas de n'importe quel échec. Celui d'un entrepreneur camerounais en Europe qui, au début de sa start-up, avait sur le papier tout pour réussir. Un ancien employé de Microsoft avec des cofondateurs compétents, une équipe compétente, l'approbation de Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, de Xavier Niel et d'autres grands noms de la tech. Et il avait aussi plus d'1 million d'euros d'investissement. Je vais vous raconter son histoire et je pense qu'il y a énormément de leçons qu'on peut tirer de son parcours. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. iDispo. Il y a 10 ans, je quittais Microsoft après 5 années d'expérience professionnelle pour lancer iDispo avec 4 associés. Ce jour, iDispo a l'honneur d'être sélectionné parmi plus de 250 candidats pour faire un pitch devant un public de près de 300 personnes et un jury d'exception jamais constitué en France pour l'époque. Steve Ballmer, ancien patron de Microsoft, Xavier Niel, le fondateur de Free, Jacques-Antoine Grandjean, fondateur de VP, ex-venteprivée.com, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, Jean-Marie Culpin, direction de marketing Orange, Pierre-Olivier Carl, un investisseur, bref, plusieurs. Et vous imaginez, moi, enfant de Loncac, quartier populaire de Yaoundé au Cameroun, l'adolescent vendeur de verres d'eau glacée lors des tournois de football sportif dans mon quartier et de poissons fumés au marché de Mangué, marché populaire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Mangué, c'est un marché populaire de la ville de Yaoundé au Cameroun. Me voilà devant ce jury d'exception et cette foule à faire une démonstration de ce que nous ambitionnons de devenir, le futur de la prise de rendez-vous en ligne. Après ma présentation, quand j'ai vu le standing ovation du public ce jour et écouté les avis des membres du jury, notamment Steve Ballmer, Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean, j'étais tellement ému. J'étais tellement ému que je me suis dit, rien n'est impossible. Je ne m'imaginais pas qu'après un lancement en aussi grande pompe, après avoir levé plus d'1 million de dollars auprès d'investisseurs de renom tels que Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean, Fabrice Grinda, autant pour moi. Après avoir déployé nos solutions dans 3 continents et plus de 10 pays, connu une croissance de 0 à 20 salariés et de 0 à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 2 ans, séduit des clients de l'importance de Renault, April, Orange, MTN, Airtel, Microsoft, reçu de nombreux prix et distinctions en France et à l'international, j'étais loin de m'imaginer 10 ans plus tard de voir clore cette aventure par une liquidation, laissant au passage des employés sur le carreau, de l'argent et la confiance de certains de mes amis qui avaient investi dans la société, sans parler de l'impact sur ma vie personnelle tel qu'un divorce. L'introduction vous dit tout. L'histoire d'un entrepreneur camerounais ici en France. Et c'est un extrait d'un article qu'il a écrit. Il s'appelle Ismaël Nzoutom. Et ce récit, c'est le sien. J'ai mis le lien vers le récit dans la description de cet épisode. Vous pouvez le voir sur Medium en ligne. On va parler de lui aujourd'hui. Il est loin d'être l'entrepreneur le plus célèbre de ce podcast. Mais quand j'ai vu son histoire, quand j'ai lu son histoire, je me suis dit wow, c'est fantastique. Il y a tellement de choses à apprendre de son histoire, de son parcours. Et il y a tellement de cohérence avec ce dont on parle dans ce podcast. Il y a des épisodes dans lesquels je mentionne des choses que lui aussi mentionne dans son article comme des leçons qu'il a apprises de la plus difficile des manières. Vous voyez un peu ce dont je parle, ouais. Et son histoire est très pertinente. Et je pense que n'importe qui, que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez dans la tech ou pas, il y a beaucoup de choses que vous pourrez apprendre de son histoire.
Et comment est-ce que je suis tombé sur cet article? En fait, avant ce podcast, je ne savais même pas qui il était. Ismaël, je ne savais pas qui il était. En fait, je lisais un livre. Le nom du livre, c'est 10 questions à se poser pour entreprendre, qui est écrit par Kevin Dango. J'espère l'avoir sur le podcast dans un prochain épisode. Oui, en live. Ouais, bref, revenons à nos moutons. Je lisais son livre et je suis tombé sur l'histoire d'Ismaël. Et je me suis dit, wow. Après, je suis allé sur Internet, j'ai checké l'histoire d'Ismaël, iDispo et tout. Et je suis tombé sur l'article qu'il a écrit pendant la pandémie du Covid-19. Parce que c'est lors de la pandémie là qu'il a dû fermer l'entreprise et liquider tous ses assets. En français, comment on dit ça? Bon, bref, il a dû liquider l'entreprise. Et je me suis dit, cette histoire-là... En fait, cet épisode, je ne suis pas censé le faire. C'est un épisode spécial. J'ai déjà un épisode qui est prêt, que j'étais censé faire à la place de celui-ci. Et bon, je ne fais pas ça souvent, mais je vais vous dire de quoi va parler le prochain épisode. C'est l'épisode sur Criteo, la licorne française. Une des licornes qui a été conçue ici en France et tout. Et il y a beaucoup de trucs à apprendre du parcours de Jean-Baptiste Rudel, celui qui a fondé l'entreprise. Mais, comment dire, j'ai fini le livre et tout, j'ai les highlights, les notes, tout prêt pour faire l'épisode, mais je tombe sur l'histoire d'Ismaël et je me dis, frère, il faut que je parle de cette histoire dans ce podcast. Et je pense que vous allez aimer. Et n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez. Même si vous écoutez cet épisode des mois et des mois après qu'il soit sorti, j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez de cet épisode. Bon, revenons à son récit. Il a divisé son récit en 5 parties, dont chacune correspond à une étape dans le cycle de vie d'une start-up. Et il l'a fait d'une façon très cohérente, et j'apprécie son effort. Et la première partie, il évoque la naissance et le lancement, marqué par l'excitation et l'ambition de présenter une idée géniale au public. Ensuite, il aborde la phase post-lancement, donc c'est la deuxième phase, où les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous et le cash diminue à vue d'œil et la faillite se profile. Ensuite, il y a la troisième phase, le pivot. Elle est décrite comme un changement majeur du modèle commercial de l'offre, survenu dans un contexte de risque et de faillite imminente. En fait, c'est ça le pivot. Et la prochaine étape, la phase de croissance qui a suivi, caractérisée par le succès du pivot, l'acquisition de premiers clients payants, une croissance de chiffre d'affaires et l'embauche de personnel et une deuxième levée de fonds. L'excitation est à son comble. Puis, la dernière étape, c'est celle où l'auteur évoque la phase de chute, la plus difficile, où après une croissance initiale, la start-up connaît un déclin progressif menant à la faillite en raison des facteurs internes et externes. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous allez adorer. J'en suis sûr. Et ce qui me plaît aussi sur l'article, c'est qu'il rajoute des liens vers ce qui était iDispo à l'époque. Genre la présentation d'iDispo c'était en 2011, 2010, bref, je ne me rappelle plus trop, mais à l'époque où ça a été créé. Et aussi, son produit me fait penser à Calendly. Bon, vous verrez pourquoi. Faut pas que je m'avance trop, mais vous voyez Calendly, la plateforme de prise de rendez-vous là, où tu peux partager ton calendrier et tout. J'aime bien Calendly, c'est très pratique. Et iDispo me fait penser à Calendly. C'est une sorte de Calendly primitif, quoi. Bref, allons-y. La phase 1, le lancement ou la naissance. iDispo est né d'une situation personnelle en début 2010. Je souhaitais prendre rendez-vous avec un dentiste. À l'époque, Doctolib n'existait pas. Il était ici en France à cette époque-là. J'ai dû passer 14 coups de fil pour trouver finalement un dentiste qui était disponible à un créneau horaire qui me convenait. Je me suis dit alors, mais ne serait-ce pas génial s'il pouvait avoir une plateforme où on pouvait agréger toutes les disponibilités de professionnels de proximité, médecins, garagistes, instituts de beauté, restaurants et qu'en quelques clics on puisse réserver un rendez-vous avec ces derniers sans avoir à passer le moindre coup de fil. C'était ça le début. Pour faire mûrir du coup cette idée, j'ai la chance d'intégrer en mars 2010 la première promotion du Founder Institute en France. Le Founder Institute est le plus actif incubateur d'idées au monde, dont le siège est dans la Silicon Valley aux États-Unis. L'incubateur vous permettait
de faire maturer votre idée tout en gardant votre travail grâce à des cours et des présentations le soir sur différents domaines de la vie d'une start-up digitale, délivrés par des entrepreneurs à succès français et américains. Je me rappelle à l'époque d'avoir écouté et échangé avec des personnalités telles que Phil Libin, le fondateur d'Evernote, Christophe Kremer, le fondateur de meilleurtaux.com, ou encore Jonathan Benassaya, le cofondateur de Deezer. Toutefois, pour être graduate de l'incubateur, il fallait créer juridiquement sa société avant la fin de la formation de 6 mois. Ces 6 mois ont tellement été passionnants que j'ai décidé d'y aller. La première étape a été de constituer l'équipe fondatrice. Abou Diop pour la partie technique, qui était un ami de longue date et collègue chez Microsoft. Laurent Lecoeur pour la partie commerciale, qui avait un background d'entrepreneur et de commercial dans des grands comptes que j'ai rencontrés lors d'une prospection chez un potentiel partenaire. Sylviane Kamga, une amie qui, à l'époque, voulait lancer une entreprise pas trop éloignée d'iDispo et qui décidait de nous rejoindre. Nous serons rejoints un peu plus tard par Michel Roteler, un architecte informatique avec plus de 20 ans de développement, ancien collègue de Microsoft. Après une première levée de fonds de Love Money, en fait Love Money c'est le genre de levée de fonds qu'on fait en prenant de l'argent de ses amis, ses collègues, son entourage quoi. Après une première levée de fonds de Love Money de 45 000 € auprès d'amis, familles et collègues, on pouvait démarrer. Notre première version cible était le développement d'une solution capable de discuter avec n'importe quel type de calendrier ou système de réservation et afficher les disponibilités sur n'importe quel support. Une sorte de Doctolib, mais capable de s'interconnecter à n'importe quel type de système de réservation disponible chez différents professionnels de proximité, médecins, mais également instituts de beauté, garagistes et bien d'autres. Avec le recul, je me suis dit que c'était quand même très, très ambitieux. Et là, il prend du recul. Et ce qui me plaît dans son récit, c'est qu'à chaque fois qu'il commet une erreur, il nous dit « erreur ». Il met en gros « erreur » en gras, « erreur ». Et il nous dit l'erreur qu'il a commise et il donne des recommandations, genre des solutions pour éviter de commettre ces erreurs à nouveau. J'apprécie vraiment l'effort qu'il a mis dans l'écriture de ce récit. Là, bon, revenons au récit. Il dit « erreur, même si vous pensez grand, commencez petit ». Le fameux « think big, start small ». En anglais. Ma recommandation. Donc là, il a cité l'erreur qu'il a commise. Il a commencé grand. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait commencer petit. Ma recommandation, commencez par une niche. Généralement celle où la douleur des clients est la plus forte. Et dites-vous, je vais être plus rapidement le leader de cette niche. Apprendre et étendre potentiellement à d'autres niches. Si nous avions appliqué cette méthode en commençant par la santé, peut-être aurions-nous été l'actuel Doctolib. Une leçon très pertinente. En fait, ce qu'il vient de dire là, ça correspond à ce que Peter Thiel dit dans son livre Zero to One. Et je parle de ce livre dans le 9e épisode de ce podcast, où je parle de Peter Thiel et de comment créer des startups, partir de 0 à 1. Peter Thiel là-bas, il dit, n'ayez pas l'ambition d'aller grand tout de suite. Il faut d'abord aller dans une niche. Cibler une niche. Des personnes qui se tirent les cheveux pour trouver une solution à leurs problèmes. Même si cette niche est petite, il faut que cette niche ait le potentiel de grandir. Et comme il a pris pour exemple Doctolib, à cette époque Doctolib n'existait pas, il aurait bien pu se concentrer sur les médecins parce que son problème vient du fait qu'il n'a pas pu prendre un rendez-vous facilement avec un dentiste. Du coup, il aurait pu se concentrer sur ça et cibler les professionnels de la santé. Et cette niche-là est toute petite, mais elle grandit. Mais au lieu de ça, le gars, il a dit, bam, on va tout le monde à la fois. On sert tous ses clients à la fois. Les garagistes, ces instituts de beauté, blablabla. Mais bref. Et Peter Thiel dit aussi que cette niche doit avoir le potentiel de grandir. Bon, ça, je l'ai dit. Il donne des exemples. Par exemple, il dit Facebook. Facebook, au début, c'était juste un petit réseau social de campus. Pour un petit campus. Après, ça s'est étendu à d'autres espaces. Et avant Facebook, il y avait plusieurs réseaux sociaux. Mais leur extension a été fulgurante dans d'autres domaines. Il parle aussi de Google. Google qui a commencé avec la recherche sur Internet, avec leur méthode de backlinks sur les pages, leur méthode qui était à l'époque très révolutionnaire, qui a facilité la recherche et plus tard ils se sont étendus dans d'autres domaines. Aujourd'hui on voit Google partout.
Gmail, Android, les Chromebooks, bref, vous voyez ce genre de trucs. Et en fait, c'est ça qu'ils préconisent, commencer dans une seule niche. Google, la recherche, ils étaient exclusivement sur la recherche, rien d'autre. Rien que la recherche. Contrairement à Yahoo qui était un grand portail où tu avais tout, l'actualité, bref, un portail sur Internet pour tout, quoi. Bref, écoutez cet épisode, l'épisode 9 de ce podcast. Je vais laisser le lien dans la description. Je pense que vous allez apprécier cet épisode-là. Parce que là, il partage des trucs vraiment meaningful, very useful. Bref, on continue le récit. Le premier point marquant de cette phase de naissance ou lancement, c'est le 7 octobre 2010, lors du lancement de Windows Phone 7 en France. Le fameux concours dont j'ai parlé à l'introduction de cet article, où iDispo faisait partie des 7 lauréats sur 250 candidats à pouvoir présenter leur application. Une sorte de nouvelle star des applications mobiles, titrait le journal Le Monde à l'époque. Il a rajouté des images dans son récit sur Internet. Encore une fois, le lien est dans la description. Et avant que j'oublie, le lien de l'épisode sur Peter Thiel, là, le livre aussi, vous pouvez acheter le livre et avoir toutes les informations. Et je laisse le lien dans la description. Et utilisez mon lien pour l'acheter, s'il vous plaît. Vous aiderez le podcast en faisant ça. Ouais. Comme je disais plus haut, vous imaginez ce que représentait ce jour pour nous. Pour moi en particulier. Me retrouver devant ce jury et une foule de plus de 400 personnes, dont ma famille, mes amis, mes anciens collègues de Microsoft, l'excitation était point culminant. Ce jour-là, nous arrivons à la 4e place du concours. Quelques mois après, nous réalisions notre première vraie levée de fonds de 200 000 €, dont participaient Xavier Niel via Kima Ventures, Jacques-Antoine Grandjean, Fabrice Gringa, le fonds d'investissement Nestadio Capital. C'était magnifique. Nous avions des grands noms de l'entrepreneuriat français dans notre société. Et je tiens à remercier Jérémy, l'associé de Xavier Niel dans le fonds Kima Ventures, car c'est lui qui a mené ce premier tour de table. Ce qui me plaît aussi dans son récit, c'est qu'il remercie tous ceux qui l'ont aidé lors de son parcours. Et c'est noble, c'est bien. Fort de ces 200 000 € et de différents prêts d'honneur et de subventions, d'une valeur de 100 000 € environ, nous pouvions lancer le développement de la première version grand public de notre solution et démarrer la prospection de partenaires. Nous avons alors pris la décision que certains associés démissionnent de leur travail pour rejoindre à temps plein l'entreprise et nous avons recruté une équipe de plus de 4 développeurs pour développer cette première version qui a mis près de 7 mois, soit un budget total proche de 400 000 €. What the fuck? Voilà déjà une autre erreur. Bon, erreur. Là, il le dit encore, erreur. Nous avions trop de charges par rapport au stade où était notre entreprise. Cash burn, trop important. Il met entre parenthèses. Et là, il donne sa recommandation. Appliquer les principes du Lean Startup que nous avons appris bien plus tard dans la vie d'iDispo. Je reviendrai dessus et j'invite vivement tout entrepreneur dans le digital à apprendre cette méthodologie. Pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas, le Lean Startup va du principe qu'une startup est une entreprise pour objectif de créer de nouveaux produits ou prestations dans des conditions qui sont incertaines. Ainsi, le Lean Startup consiste à construire sa startup par itération, lancer une offre minimum, tester le marché, ajuster son produit et recommencer jusqu'à trouver la meilleure idée à vendre. Et chaque étape, il faut utiliser le minimum de ressources jusqu'à ce que l'on soit sûr que le produit ait vraiment rencontré son marché. Donc le product market fit. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé le product market fit. Dans notre cas, avec le recul, avec moins de 100 000 €, on aurait pu lancer une première version minimum, analyser les résultats et ajuster les choses. Pour faire référence à une web conference délivrée par Fabrice Grinda récemment aujourd'hui, avec moins de 20 000 €, on peut lancer et tester une idée. Moi, je dirais même dans certains marchés avec moins de 5 000 €. À court de cash, nous avons dû organiser une levée de fonds supplémentaire d'environ 250 000 € auprès de Business Angels et un pool de plus de 30 amis, anciens collègues, familles, et nous avons logé dans un holding, iDispo Love Money. Donc ils ont créé un holding rien que pour ça. Grâce à cette levée, nous avons donc pu continuer le développement. Juin 2011, nous étions prêts à lancer la première version grand public de notre application en France. Imaginez notre satisfaction, notre super plateforme
avec un système innovant de comparaison de disponibilité de calendrier en une fraction de seconde que notre expert Michel Roteler avait développé et qui avait révolutionné la prise de rendez-vous en ligne, était lancé. 2 mois après la France, nous prenions notre envol vers la Silicon Valley, terre des startups, pour le prestigieux concours des startups organisé par le Founder Institute, le Founder Showcase. Là, je voudrais faire une pause que tout entrepreneur tech comprendrait. Imaginez-vous, 9 mois après avoir lancé notre produit en France, je me retrouve dans la Silicon Valley, le temple des nouvelles technologies, dans un amphi du prestigieux centre de conférence Mission Bay Convention Center de San Francisco, devant plus de 500 personnes et un jury impressionnant pour présenter iDispo et par la même occasion annoncer notre lancement à l'international. Et là, il se moque de son anglais. Il dit qu'il avait un anglais de... Il n'a pas terminé, mais on sait que c'est un anglais de merde qu'il voulait dire. Bref, instant blague. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, ils ont fini finalistes. Et ils ont été élus la meilleure présentation par le public. Wow, c'était bien. Hein. Et la presse, il dit la presse nous encensait. Les prix et distinctions pleuvaient. iDispo sélectionné par Microsoft comme l'une des 15 startups les plus prometteuses d'Europe. Wow. iDispo classée entreprise européenne la plus performante d'Europe par le Founder Institute. La plus performante. Wow. iDispo plébiscité meilleur service innovant par les internautes français lors des grands prix de l'innovation 2011 de la ville de Paris. Ismaël Nzouetoum dans le top 13 des 50 qui vont faire la France de demain par le magazine Optimum. Est-ce que vous voyez toute cette couverture médiatique? C'est drôle, n'est-ce pas? Bref, ils n'ont même pas encore de clients qui payent leurs solutions, ils n'ont même pas encore d'utilisateurs, mais ils ont déjà cette couverture médiatique. Je pense que c'est un truc c'est un phénomène dans les médias. Les médias, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte qu'en fait, les médias, eux, ils sont incentivés à publier, à être les premiers à publier l'information et publier l'information la plus, comment dire, sensationnelle et, avoir un maximum de lecteurs. En fait, c'est leur incentive là-bas. Bon, incentive, c'est de l'anglicisme que je suis en train de faire là. Mais je ne trouve pas trop le mot en français. Incentive, c'est genre une incitation, quoi. Ils sont incités à publier l'article qui aura le plus grand nombre de vues et tout. Et c'est ça leur incentive. Malheureusement, dans le meilleur des mondes, leur incentive serait plutôt de publier des articles de qualité, des articles véridiques et des articles, authentiques, quoi. Mais on n'est pas dans ce monde-là. Dans ce monde, les médias, eux, ils cherchent, they are looking for eyeballs. For audience. Ils cherchent ceux qui vont lire leurs articles, avoir un maximum de vues, maximum d'audience, tout. Ils ne cherchent pas trop l'authenticité, quoi. Et je me dis, ça c'est peut-être un vide à combler. Imaginez que vous créez une entreprise où la véracité, la qualité de l'information était au cœur. Bref, je ne vais pas mélanger. Laissons ces idées-là pour une autre fois. Bref, revenons au récit. Lui-même, il dit, mais revenons à l'essentiel d'une start-up. Au-delà de ses prix, distinctions, couverture médiatique, quels étaient les résultats réels? Avions-nous les centaines de réservations par jour que nous attendions? Les professionnels s'abonnaient-ils par milliers à la plateforme? Là, je lis lentement pour que ça vous percutez. Bam! Et lui-même, il se rend compte qu'en fait, toute cette couverture médiatique c'était une nuisance, en fait. C'était un voile sur leurs yeux. Et ça me rappelle un peu l'histoire de PayPal. Encore, PayPal a été fondé par Peter Thiel, l'entrepreneur dont j'ai parlé au début. J'ai fait un épisode sur PayPal. C'est l'épisode 10 de ce podcast. Directement après l'épisode sur Peter Thiel, j'ai enchaîné avec l'épisode de PayPal. Et ça me rappelle l'équipe de PayPal qui était faite de Peter Thiel et de Lev Shin. À l'époque, les deux cofondateurs, ils avaient levé 4 millions d'euros de Nokia à l'époque. Ils ont une bonne couverture médiatique. Et ils se sont dit, mais on a cette couverture, notre produit, on n'a pas d'utilisateurs et tout. Et ils pensaient qu'après cette couverture médiatique, ils allaient avoir un tas d'utilisateurs qui allaient affluer, toquer à leur porte. Mais rien du tout. Le désert, le néant, rien. Et là, ils se sont dit, wow, en fait, la couverture médiatique, c'est un peu... si votre produit n'est pas très utile, ça ne sert pas à grand-chose, quoi.
Mais de l'autre côté, il y avait Elon Musk. Elon Musk, il avait sa start-up qui était X.com à l'époque. Bon, je suis fier d'avoir prédit les actions d'Elon Musk aujourd'hui après avoir fait cet épisode-là. Bref, revenons. Elon Musk avait X.com qui était le concurrent direct de PayPal. Ils allaient fusionner après pour devenir le PayPal qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, Elon Musk de son côté avait aussi créé sa start-up et il avait profité de cette couverture médiatique dans un bon sens. Elon Musk, sa stratégie, il allait vers les médias et il avait un produit, contrairement au gars de PayPal, son produit avait des attributs que les utilisateurs aimaient. Donc la couverture médiatique d'Elon Musk à cette époque-là lui était bénéfique parce que les utilisateurs ont vu le potentiel de son produit. Il avait des utilisateurs déjà et ils ont afflué tellement il avait d'utilisateurs qu'il n'arrivait plus à faire tourner sa plateforme normalement, quoi. S'il y avait des bugs, des crashs parce que ça ne pouvait pas scale. Donc là, on a une entreprise qui sera PayPal qu'on connaît aujourd'hui. Deux équipes différentes qui allaient merger et devenir PayPal, mais deux scénarios différents au moment de la couverture médiatique. Vous voyez le contraste. Bon, revenons au récit d'Ismaël. Maintenant, on entre dans la phase 2 de son récit. La phase post-lancement, la naissance du produit. Comme indiqué à la phase précédente, nous étions donc lancés et déployés dans 5 pays. Et vous vous rappelez que nous attendions à commencer à recevoir des centaines, voire des milliers de réservations par jour, surtout avec la couverture médiatique que nous avions eue. La réalité fut toute différente, comme ça arrive très souvent. Il dit ça arrive très souvent. Mince. La vie d'un start-upper, là, c'est pas la blague, hein. Ça ne blague pas. Ça arrive très souvent. Bref, nous avions à peine plus de 10 réservations par jour et un taux de conversion très faible de professionnels en abonnés qui en plus souhaitaient payer uniquement à la réservation. L'euphorie et l'excitation du lancement commençaient à descendre. La chute. Nous commencions à nous rendre compte que nous avions passé 7 mois à dépenser plus de 400 000 € à construire une solution qui ne répondait pas vraiment aux attentes des utilisateurs. Une des top 5 des causes d'échec de beaucoup de jeunes entreprises. Ce syndrome est souvent la cause de la course vers l'avant que s'imposent certains start-upers une fois convaincus que leur idée relevait du génie. Bon, ça c'est un quote entre guillemets qu'il a mis dans l'article. Et il donne encore, il dit ici, erreur, ne perdez pas de l'énergie, du temps et de l'argent pour développer une solution que personne ne veut et qui ne peut faire vivre la société. Et là, il parle encore du lean. Il dit lean, sa recommandation. Lean. En fait, le concept de lean startup, ça vient d'un livre qui a été écrit par, comment on l'appelle déjà ? Voilà, écrit par Eric Ries. Et le lien vers le livre est dans la description. Utilisez mon lien pour l'acheter, s'il vous plaît, vous aiderez le podcast. En fait, il explique dans ce livre comment construire une startup qui réussit et ses conseils sont très répandus dans l'industrie. Tellement ces conseils étaient efficaces que pratiquement tout le monde dans l'industrie les prend aujourd'hui comme, pour acquis. Mais à cette époque-là, Ismaël ne savait pas. C'était en 2010 là, et le livre allait même sortir en 2011. Et avant que le livre ne sorte, bref, continuons, vous allez voir, vous allez entendre. Dans le jargon du Lean Startup, cette adéquation produit-marché est appelée Product Market Fit. La plupart du temps, c'est du côté produit qu'il y a un problème. Il n'est indispensable pour personne. D'un autre côté, plus occasionnellement, c'est dans la compréhension du marché que le problème se situe. Il est indispensable pour une certaine audience, mais l'entreprise ne la cible pas suffisamment. Oh. Le produit est indispensable pour une certaine audience, mais l'entreprise ne la cible pas suffisamment. Ça me fait penser encore à PayPal et aussi à Criteo. Dans le cas de PayPal, en fait, les gars, Elon Musk et Levchin, les deux équipes qui allaient former PayPal, de leur côté, ils avaient un produit, l'envoi d'argent par email. Et du coup, ils proposaient ça à leurs clients, mais ils ne comprenaient pas, ils ne ciblaient pas ces clients-là en fait. Les deux ne ciblaient pas ces clients. Et le cas le plus pertinent est celui d'Elon Musk. Elon Musk s'est assis. Il a regardé les statistiques d'usage de X.com. X.com, c'était le Revolut avant l'heure. Il avait créé une plateforme de services financiers comme Revolut qu'on a aujourd'hui, mais c'était primitif quoi. C'était à l'époque avec les technologies de l'époque. Bref, Elon Musk s'est assis, il a vu les statistiques d'utilisation et il se dit mais on a créé
ces trucs, comment dire, on a créé la création de comptes bancaires sur notre plateforme, l'investissement en bourse, on a créé tous ces trucs super compliqués. Nos ingénieurs ont passé des mois à créer ça, mais on a cette tranche d'utilisateurs qui n'est attirée que par l'envoi d'argent par email. Pourquoi? En fait, il s'est rendu compte qu'il ne ciblait pas la bonne audience, quoi. Et la même chose s'est produite dans l'équipe de Peter Thiel et Lev Shin. Les deux, ils étaient en train de faire l'envoi d'argent par Palm Pilot, un truc un peu futuriste là. Mais après, un stagiaire est entré, bon pas un stagiaire, mais un nouvel employé a dit, mais si moi je travaille pour vous, j'aimerais que vous vous concentriez sur cette technologie d'envoi d'argent comme PayPal fait. Et du coup, ils se sont dit, ben, on va suivre ce qu'il dit là. Et là, tout à coup, ils ont vu affluer des utilisateurs quand ils se sont concentrés sur ce produit-là. Genre sur cette fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à trouver le product market fit. Et même jusque-là, ce n'était pas encore complet. Ce qui s'est passé, c'est que les gars, après s'être concentrés sur cette partie-là, Elon Musk et Lev Shin, il y a encore une autre itération. Ils ont encore constaté que des utilisateurs, ils se sont demandé, mais d'où viennent nos utilisateurs? Là, je parle de deux équipes qui ne collaboraient pas encore ensemble à cette époque. Ils se sont dit, mais d'où viennent nos utilisateurs? Ils se sont rendus compte qu'en fait, une grande partie des utilisateurs venaient d'eBay. Et ils se sont dit, mais en fait, on ne se concentre pas sur les utilisateurs qui viennent d'eBay. Maintenant qu'on sait quel produit on doit construire, on a notre cible. On n'est pas en train de se focaliser sur cette cible-là, qui est les utilisateurs d'eBay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux se sont dit, ok, on va aller où se trouvent ceux qui ont le plus besoin de notre produit. Et ils sont allés sur eBay. Et c'est à partir de là que les deux, il y avait une guerre pour eBay, les deux, et ils ont dû fusionner. Sinon, la guerre allait mener à la perte des deux entreprises, quoi. Ils brûlaient tellement d'argent dans cette guerre qu'ils ont dû fusionner pour donner PayPal qu'on connaît aujourd'hui. Et aussi, c'est un peu similaire à l'histoire de Criteo, mais je ne vais pas vous spoiler. Restons-en là, parce que je vais couvrir Criteo dans le prochain épisode. Je ne vais pas mélanger tout. Et Ismaël le dit ici, il le résume très, très clairement. Soit son approche est large dès le début, au lieu de commencer par se concentrer sur une niche plus étroite, soit elle se trompe de cible. Nous étions dans les deux cas. En gros, les gars, ils ont fait les deux erreurs. Non seulement ils ne ciblaient pas la bonne audience, mais ils construisaient le produit dont personne n'a besoin. Vous voyez un peu le genre. Et c'est chaud. Il dit ceci qui m'a vraiment marqué. Il existe deux moments bien différents dans la vie d'une jeune entreprise. Tout ce qui procède le product market fit et tout ce qui suit. C'est pertinent parce que c'est très cohérent avec tout ce qu'on couvre dans ce podcast. En fait, si vous remarquez bien, il y a une similitude dans le parcours de pratiquement toutes les entreprises. J'ai lu des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de livres sur le sujet et écouté des podcasts. Bon, bref, tellement. Et ce qu'il dit est très pertinent parce que quand vous voyez une jeune entreprise, au début, la levée de fonds sert à trouver le product market fit. Cette jeune entreprise-là, très souvent, brûle tout le cash qu'ils ont au début pour trouver le product market fit. Ils ont leur produit, ils pensent qu'ils vont changer le monde, mais bam, ils se prennent une balle dans la tête là. Bam, c'est pas ça, le marché ne veut pas de votre produit. Et ils brûlent le cash pour trouver en fait ce que ce marché veut ou bien chercher le marché qui voudra bien de leur produit. Un peu des deux quoi. Et une fois qu'ils ont trouvé là, bam, la start-up renaît. Et ça fait la deuxième vie de la start-up. Bref, ça, j'analyse profondément tout ce qu'il dit là parce que c'est très pertinent. Il regrette, il dit à cette époque, personne de nous ne connaissait cette méthodologie. Nous avons donc commencé à tester différents modèles économiques, mais qui ne marchaient pas. Pendant ce temps, rappelez-vous, nous avions fait l'erreur de salariser les associés et de recruter 3 développeurs. Donc le cash allait très vite. Une chance que nous étions hébergés gratuitement dans les locaux de Microsoft. En avril 2012, il nous restait à peine 3 mois de trésorerie grâce à un de nos investisseurs, Nestadio Capital, par le biais de Jean Eudes. On a pu financer mon déplacement aux États-Unis pour le Black Box Connect, un programme d'immersion dans la Silicon Valley, où pendant 2 semaines, 20 fondateurs internationaux vont perfectionner leur art de l'entrepreneuriat auprès d'experts et entrepreneurs à succès américains.
Merci Jean-Eudes, ce jour a changé ma vie d'entrepreneur. Wow. Une seule conférence peut changer la vie de... Ça montre à quel point ces trucs ont de la valeur, ces conférences, ces programmes-là. J'y ai notamment appris le fameux Lean Startup et eu la chance de rencontrer Steve Blank, une personnalité de la Silicon Valley. Blank est reconnu pour avoir développé la méthode de développement orienté client, Customer Development en anglais, qui a lancé le mouvement Lean Startup. De retour en France, j'étais convaincu qu'il fallait faire un changement. On devait changer le cap, faire un pivot. La phase 3, le pivot. Ainsi, de retour en France, j'ai réuni mon équipe et j'ai dit, écoutez, on va quasiment jeter tout ce qu'on a développé jusqu'à présent. Et nous allons pivoter vers une autre solution. Un assistant personnel virtuel qui est capable de répondre à tout type de demande d'un client au-delà de la prise de rendez-vous. Recherche de cadeaux, organisation de voyage, en gros un concierge personnel pour monsieur et madame tout le monde. Le business model s'inspirait de celui des concierges de luxe. Pour le particulier individuel, un abonnement mensuel et pour les entreprises, une inclusion dans leurs produits à destination de leurs clients. C'était la naissance de Sarah. Je leur ai tous envoyé la version PDF de Lean Startup en leur disant que ce sera désormais sur ces principes que nous allons développer la boîte. Je leur remercie encore de m'avoir suivi. Ça n'a pas été facile. Nous avons dû nous séparer de développeurs. Tous les associés sont repassés au chômage. Il a fallu suspendre nos partenariats avec les annuaires et les portails. Wow, une décision vraiment... bam, il change tout. Nous avons essayé d'organiser une autre levée de fonds, mais en plein pivot, c'était très compliqué. Nous avons réussi à mettre en place avec nos avocats un système de levée de fonds ouverte et progressive, ainsi qu'une option de prêt avec un fort intérêt à rembourser sous 24 mois. Nous avons pu ainsi collecter autour de 50 000 euros complétés par un prêt à l'innovation au CO, qui est maintenant la BPI. Bon, la BPI est connue ici en France, ça aide les entrepreneurs, bref. Un prêt de 100 000 euros. Merci à tous mes investisseurs qui ont remis un peu au pot pendant cette période très compliquée. Merci à Fabrice Grinda. Dans un autre post sur la levée de fonds, je vous raconterai l'anecdote de l'entrée dans mon capital de Fabrice. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Bon, je n'ai pas encore lu ce post-là, il faut que je le lise. Malgré toutes ces difficultés, nous retrouvions la flamme et l'excitation du début car on était enthousiaste par rapport à ce nouveau produit. Nous avons donc commencé le développement de Sarah en essayant d'appliquer les principes du Lean Startup. Je me rappelle la première version de Sarah que nous avons lancée en moins de 2 mois. Était juste une page avec la possibilité pour les clients de remplir un email et de laisser un message vocal avec sa demande. En back-office, les demandes étaient renvoyées à notre plateau de téléopérateurs basé chez notre partenaire Remedia au Cameroun qui les traitait manuellement et communiquait avec le client par mail. Ceci nous a permis en itérant progressivement auprès de bêta utilisateurs de valider l'appétence du service. Oh, la façon dont ils ont testé ça, c'est pertinent. C'est pertinent. J'aime bien. Le 27 septembre 2012, nous lancions la première version ouverte au public. La première assistante personnelle virtuelle hybride accessible via une application iPhone Facebook Messenger, mais capable de réaliser toutes sortes de tâches du quotidien. Faire des réservations, confirmer une livraison, organiser un voyage, trouver un plombier, comparer les prix d'un produit sur Internet. En arrière-plan, une première version du CRM avait été développée et les demandes étaient traitées complètement par les téléopérateurs. Effectivement, zéro intelligence artificielle. On dit lean. Wow. Aïe. En fait, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. En lisant ça, je vais vous dire un truc. En lisant ça, je me suis dit, mais à cette époque-là, c'était 2012. Comment on appelle ça? Machine learning n'était pas encore répandu dans l'industrie. Je me souviens que les bots sur Messenger ont vraiment été propulsés et été utilisés dans les genres 2016 environ. Et j'ai même participé à une compétition de développeurs où on développait des bots pour Messenger. Et j'ai créé un bot qui pouvait avoir une conversation avec vous.
et qui lisait vos émotions. Genre, vous lui dites que vous êtes en colère et tout, il peut détecter vos émotions. Et aussi, vous lui envoyez un selfie, il pouvait dire si vous êtes fâché ou pas. Et à partir de ce selfie-là, il savait comment engager la conversation avec vous. C'est ce genre de truc, ce genre de prouesse. Pour l'époque, c'était une prouesse. Je me souviens quand j'ai développé le bot et j'ai participé au concours. À l'époque, les gens me demandaient comment t'as fait. On était trop drôle. Mais là, c'était la naissance du vrai AI. Maintenant, on est dans l'âge de ChatGPT et tout, et l'intelligence artificielle est presque banale, quoi. Mais là, en 2012, le machine learning n'était pas encore répandu. Et en lisant ça, je me suis dit, mais comment il a fait? En fait, il a fait comme... je sais pas, bon, dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle les virtual assistants. Des personnes aisées ont des virtual assistants qui sont des vrais êtres humains, qui sont très souvent dans des pays en voie de développement tels que l'Inde. Bon, l'Inde est développée, mais bref, les pays asiatiques, là où il y a des gens qui prennent leurs ordres et font ce genre de trucs pour eux. Genre des virtual assistants. Et là, le gars, il a fait du lean. Genre, bref, c'est bien, c'est lean, ouais. Et aussi, il dit là, il donne une recommandation là. En effet, nous avions appris de notre première erreur. Si on était encore au début d'iDispo comme bon nombre d'entrepreneurs que j'ai l'occasion de coacher, avant même d'avoir validé l'adéquation Product Market Fit, nous aurions perdu du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent à développer grâce à l'intelligence artificielle, à automatiser le traitement des demandes en imaginant que des milliers de personnes devaient nous solliciter par jour. Or, ne l'oublions pas, comme je l'ai indiqué plus haut, la première phase de développement d'un produit innovant est la recherche du Product Market Fit. En développant des versions d'itération minimalistes du produit, des MVP, dans le jargon Lean Startup, le produit minimum viable en français, donc Minimum Viable Product, MVP. Là, c'est une recommandation. Toujours faire un MVP avant de se lancer. Le MVP est la version d'un nouveau produit qui permet à une équipe de collecter sur les clients et les early adopters le maximum d'enseignements validés avec un minimum d'efforts. Petit produit, quelques clients, collecter de l'information, comment ils utilisent et tout avant de se lancer au grand public. En d'autres termes, il s'agit d'expérimenter une idée de produit en proposant la plus petite version possible, créée avec le moins de ressources et de frais possibles auprès d'utilisateurs finaux pour récolter un feedback rapide et mesurer de manière empirique les chances de succès du produit. Dans le livre Lean Startup, vous créez plusieurs types de façons de développer un MVP. J'en cite quelques-uns ici pour que vous puissiez vous en inspirer. Bref, je vous conseille d'aller lire l'article pour voir tous les types d'MVP qu'il cite. C'est pas très pertinent pour cet épisode vu que ça n'apprend pas trop sur son parcours. Donc je vais vous laisser aller lire ça vous-même. Et en fait, il a utilisé une technique qui est la technique du MVP. Et là, il dit c'est cette dernière technique que nous avions appliquée. Elle est un peu similaire au principe du fake it until you make it. Plutôt, autant pour moi, du fake it until you can make it. Cher aux startups de la Silicon Valley. Attention de ne pas confondre avec le mentir au client. Mais il faut savoir vendre un produit, une idée avant même qu'elle soit développée. La force de cette stratégie est de valider l'existence du marché grâce à une preuve de concept. POC, Proof of Concept, le fameux MVP. Nous avons donc lancé cette première version grand public. Sur cette première version, nous avons testé les deux modèles économiques. Une offre B2C en modèle freemium pour un usage limité dans les domaines du shopping, du bien-être et de la restauration, genre 9,90 € par mois. Et une offre B2C où l'on facture aux clients une licence d'inclusion du service d'assistant dans leurs produits, un peu comme le faisaient déjà les concierges de luxe sur des produits premium. Le B2C a été rapidement supprimé car le coût d'acquisition client était très élevé comparé à la rentabilité, sachant que la courbe d'automatisation progressive des demandes devait être longue. Par contre, l'offre B2B2C avait du succès. Nous avions atteint notre product market fit. Le pipe commercial grossissait. Les premiers clients étaient signés, le chiffre d'affaires commençait à décoller. Le premier effet a été le bouclage de notre plus grosse levée de fonds
en y intégrant notamment des personnalités de renom africain telles que Albert Quinche, le fondateur d'Express Union, une entreprise, le leader, le pionnier du transfert d'argent électronique en Afrique centrale, et George Weah, anciennement directeur d'UBA Bank. UBA, c'est une banque panafricaine très célèbre en Afrique, notamment dans des pays d'Afrique anglophone, et directeur d'UBA et actuellement directeur régional Afrique de l'Ouest de la Société Générale. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Bon, la phase 4, la phase de croissance. Cette phase reste la plus excitante de notre aventure, même si elle ne s'est pas faite de façon linéaire, mais avec aussi des montagnes russes que je vais détailler. Ainsi, comme indiqué plus haut, notre modèle B2B2C a reçu un bon accueil du marché. Nous devions donc prospecter des entreprises vendant à des particuliers des solutions sur des marchés fortement concurrentiels, avec une faible différenciation de produits. En fait, quand je relis ça me, relire des trucs pour ce podcast me fait me rendre compte des trucs. À chaque fois que je relis un truc, c'est comme si je redécouvrais cette chose-là. Il dit: nous devions donc prospecter des entreprises vendant à des particuliers des solutions sur des marchés fortement concurrentiels avec une faible différenciation produit. Vous voyez la cible. Il cible de grosses entreprises qui sont dans des marchés fortement concurrentiels et ces entreprises-là doivent vouloir une sorte de différenciation. Et lui, il vient donc apporter cette différenciation. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup sur le marché africain. Comme la startup dans laquelle je bosse actuellement, YouScribe, on a ce genre de clients. Et lire ça me fait un peu ouvrir les yeux sur cette partie du business-là que j'ai sous mes yeux mais que j'ignore. Mais c'est très intéressant. La différenciation, à la recherche de la différenciation, des entreprises sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des produits qui vont ajouter plus de satisfaction à leurs clients. C'est bien. Et il dit, je reviens, une faible différenciation produit et ou le fait de rajouter un service à forte valeur ajoutée comme Sarah pouvait leur permettre de se différencier des concurrents et de fidéliser davantage leurs clients, comme les assurances, la banque, le télécom, l'automobile. Ouais. Bon, on continue. Dès le lancement, le pipe commercial commence à grandir et nous commençons à signer des contrats commerciaux. Cool. Un partenariat avec Renault pour distribuer une version vocale de Sarah dans leur future voiture connectée avec la promesse d'être embarqué dans le pack digital des voitures. Donc, avec le parc potentiel de véhicules connectés équipés proche de 200 000 à 12 € par an, la licence d'inclusion. 200 000 à 12 € par an. Je ne comprends pas trop cette maths-là, ce calcul. Bref. Je pense que je vais chercher à le contacter pour en savoir plus sur ce 200 000 à 12 € par an là. Bref, le potentiel de ce contrat était de 2,4 millions d'euros par an pour iDispo à partir du début de la commercialisation des véhicules prévus en 2015. Wow, c'est beaucoup, hein, 2,4 millions d'euros par an pour une entreprise qui avait 0 € de chiffre d'affaires. Mais la première grande surprise et complètement par opportunisme, un contrat très important autour d'un demi-million d'euros signé avec l'opérateur téléphonie mobile MTN Cameroun, filiale du groupe MTN, dans le top 2 des opérateurs de téléphonie mobile en Afrique, présent dans 22 pays africains. En effet, lors d'une de mes visites de notre partenaire Call Center au Cameroun, le partenaire dont on a parlé plus haut, Roger Wandi, le gérant ancien de MTN Cameroun, identifie que ça pourrait les intéresser et organise un rendez-vous. 3 mois après, on signe un contrat d'1 demi-million d'euros. C'est cool ça. Comme quoi c'est bien de connaître les bonnes personnes. Je me rappelle encore d'un échange mail avec un de mes gros investisseurs français où je lui parlais de cette opportunité
et des montants envisagés. Il me répondait: Ismaël, une grande entreprise ne signera jamais un montant de ce type d'un coup à une jeune entreprise comme vous. Au mieux, ils feront un pilote. Et non, nous avions signé pour 1 an de contrat renouvelable. Et là, il dit: je profite pour passer un message aux entrepreneurs tech en France, quelle que soit leur origine. L'Afrique est une terre d'opportunités et tout est quasiment à faire, notamment dans le digital. En 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africain, car le continent devrait doubler sa population d'ici 2050, passant d'1 milliard d'habitants aujourd'hui à près de 2,4 milliards. Source AFD. Donc il cite la AFD comme source là. Et c'est très pertinent. En fait, et c'est vrai, moi-même africain, là, j'avoue qu'il y a tellement de choses à refaire. Tout est à refaire. Mais il faut avoir les couilles. Vous m'excuserez le langage, mais bon, c'est un podcast. C'est pas. Il faut avoir les couilles d'aller faire ça. Parce que c'est compliqué. Le marché n'est pas facile. Là-bas, il y a tellement de. Bref, c'est vrai que si on ne maîtrise pas assez bien le marché, on peut y laisser ses plumes. Comme cela nous est arrivé. On le verra à la suite. Mais, comme mon professeur d'économie disait, plus le risque est grand, plus le gain est important. Nous voilà donc en train de signer le premier gros contrat de notre société. Et même si à l'époque ce contrat semblait un énorme succès, dans la vie de notre start-up, il va s'avérer que ça a été la première cause de crise lors de cette phase de croissance et je dirais même peut-être déterminante dans le chemin pris par la société. Je reviendrai dessus plus tard. Mais c'était notre moment de gloire. J'étais invité à plusieurs journaux. Bref, en lisant l'article, je me suis arrêté ici et je me demandais pourquoi est-ce que le succès avec MTN allait causer sa chute. Je ne comprenais pas trop. Mais en même temps, les choses en Afrique ne sont pas aussi straightforward qu'ici en France. C'est pas aussi... comment dire, c'est toujours pour aller d'un chemin A à B, tu dois zigzaguer quoi. C'est pas aussi clair et tracé qu'en Europe et tout. Donc forcément, je me suis dit il y a un truc louche qui allait se passer. Mais bon, vous le verrez. Et dans l'article, il met une vidéo, une interview sur Canal 2. Bon, Canal 2, c'est la chaîne la plus célèbre au Cameroun. Canal 2 où il passait, il parlait de sa solution. C'est cool. Et ça ne s'arrêtait pas là. En parallèle de la France et l'Afrique, nous nous lançons à la prospection des États-Unis. Nous avons la chance. Nous sommes sélectionnés par UBI France, pour participer à la French Tech Tour USA aux États-Unis en 2012, qui nous offrait la possibilité d'aller à San Francisco et d'être assistés par le bureau US d'UBI France dans l'organisation de rendez-vous qualifiés avec des prospects américains. Bon, ils organisaient, c'est bien. Nous avons eu ainsi la chance d'avoir des rendez-vous chez AT&T, Panasonic, Tesla et Vodafone. Cool. De notre prospection aux États-Unis, même si nous avons marqué un fort intérêt des prospects, nous avons noté que sans antenne locale à San Francisco, ça aurait été très compliqué de conclure des partenariats. Là, il dit erreur. Poursuivre très tôt plusieurs marchés, surtout quand on est dans le B2B. Une recommandation, mon avis subjectif est qu'il est préférable de se concentrer sur son marché initial, sur lequel vous avez validé votre product market fit. Croître progressivement, apprendre, industrialiser les process d'opération, les process opérationnels et de vente avant d'étendre vers d'autres marchés. Notre expansion en Afrique était certes opportuniste, surtout au vu des espérances en chiffre d'affaires, mais rétrospectivement, c'était une erreur, car le produit n'avait pas été initialement pensé pour ce marché et que nous n'avons pas su faire la différence, comme beaucoup d'entrepreneurs, entre l'opportunisme et le focus. Wow, ça c'est pertinent. Faire la différence entre l'opportunisme et le focus. L'opportunisme et le focus. Et je pense que c'est tellement difficile, j'imagine. Bref, je reviens dessus plus bas, c'est ce qu'il dit. L'expérience de MTN Cameroun remonte positivement au niveau du groupe MTN basé en Afrique du Sud, qui souhaitait donc généraliser le service sur toutes ses filiales. Vous imaginez, 22 pays, 250 millions d'abonnés potentiels. Nous nous mettions à rêver. Nous sommes shortlistés avec 2 autres entreprises et conviés à une présentation en Afrique du Sud. Le groupe a finalement sélectionné une entreprise sud-africaine. Ça fait mal.
MTN est un groupe sud-africain et ils ont sélectionné l'entreprise sud-africaine. La crise va commencer en janvier 2013 avec le non-renouvellement du contrat avec MTN Cameroun. Du coup, on se retrouve du jour au lendemain, plus de 70% de notre chiffre d'affaires amputé. Bam! Fou! Là, il dit première erreur. Nous n'avions pas anticipé ce non-renouvellement, même si jusqu'à la dernière minute, le client nous disait qu'il était OK pour le renouvellement. Les avenants au contrat initial avaient même été discutés et écrits pour un renouvellement sur une période de 2 ans. Recommandation. Sa recommandation, lorsque vous êtes en B2B, il faut insister pour avoir la durée de contrat la plus longue possible. Idéalement 3 ans. Et même si pour une raison, le client ne souhaite pas renouveler, il faut intégrer un préavis suffisamment long pour vous permettre d'anticiper. Également, il faut garder en tête que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas sûr. Malgré toute la sympathie que peut vous afficher votre interlocuteur chez le client ou le partenaire. Très pertinent. Deuxième erreur, perte de focus. En effet, comme je l'indiquais déjà, si au départ, au vu du chiffre d'affaires, l'expansion en Afrique avec ce premier contrat avec MTN Cameroun était une belle opportunité, ceci nous a fait perdre le focus, car la solution de Sarah que nous avions développée correspondait à un marché et un positionnement précis, un concierge digital pour tous, donc à l'opposé des concierges de luxe type John Paul, rachetés depuis par le groupe Accor. Avec donc un business model mature. Le besoin des clients africains était différent car le marché est vierge. Ils recherchaient plutôt une conciergerie de luxe pour leurs clients premium. Ainsi, on a dû un peu dénaturer la solution initiale pour répondre à leurs besoins et intégrer des services non digitaux qui engendraient de lourdeur opérationnelle. Tout cela a mobilisé une bonne partie des ressources de la société sur ce projet pour répondre aux exigences de ce gros contrat pénalisant, ainsi les autres activités telles que la prospection, contractualisation des contrats en France. Une recommandation, concentration, focus. Il est absolument important lorsqu'on développe une start-up de rester concentré sur un plan. Rester concentré ne veut pas dire manque d'adaptation ou saisie d'opportunités. Mais il faut absolument être capable d'avoir les contours des opportunités, anticiper les impacts que ça peut avoir sur le développement d'un plan initial et savoir dire non. Dans les principes du Lean Startup tels que décrits précédemment, même lorsqu'on atteint le product market fit et qu'on doit passer à la phase de croissance, scale en anglais, il est important de garder cette culture du build, measure, learn. Peut-être dans notre cas, une des options pour saisir ces opportunités de marché sur l'Afrique aurait été de créer une entité autonome qui aurait capté cette demande sans que cela ne pollue l'entité en France. Une solution pertinente. C'est un débat ouvert et je n'ai pas la réponse. Troisième erreur, simplifier le cycle de durée de signature de nouveaux contrats chez les clients grands comptes. Recommandation, là encore, c'est du B à bas. Mais il faut anticiper les cycles de vie et imprévus de signature des contrats chez les clients chez les grands comptes, les clients grands comptes. D'où une bonne gestion de son pipe commercial et sa concrétisation. Ainsi, avec 70% de notre chiffre d'affaires amputé et sans visibilité sûre sur la contractualisation de nos nouveaux contrats dans notre pipeline, un long parcours de combattants démarrait. Nous avons dû vivre au moins 10 mois sans salaire pour les associés, rompre le partenariat avec le centre d'appel car nous ne pouvions plus le payer, traiter nous-mêmes les demandes des clients français existants, prix, lease, plan, ce qui nous donnait de l'espoir et nous faisait tenir, c'était la discussion avancée que l'on avait avec Airtel, RDC et les filiales d'Orange Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun. Après une recommandation par Orange et MEA, grâce à un de nos investisseurs, Gérard Chevet, que je tiens à remercier. Je veux dire que c'est lui qui nous a ouvert les portes de notre croissance folle que l'on verra dans la suite. Et donc, boum, mi-2014, les choses se sont accélérées. On signe tour à tour Orange Côte d'Ivoire, Airtel RDC, Orange Sénégal, une version B2C avec Renault, via leur voiture connectée. Orange Cameroun, SCB Cameroun, le pic c'est fin 2015.
où on finit l'année avec un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Près de 20 salariés avec des clients. Wow, très bien. On était dans notre période de gloire, mais progressivement la croissance a commencé à diminuer, sans que nous n'ayons jamais pu redresser la barre jusqu'à la faillite. La phase 5, la chute. Rétrospectivement, je dirais que nous n'avons pas pu maintenir le cap pour 2 types de raisons. Les raisons externes, qui ont surtout eu un impact financier. Non-renouvellement des contrats. Pour moi, ceci est lié à la nature du business model, de la distribution des services de conciergerie en inclusion. En effet, ce modèle crée une friction entre le client et le fournisseur du service car le premier cherche à maximiser le taux d'usage quand le deuxième veut l'optimiser pour maîtriser sa marge. C'est un problème global, mais autant dans les pays développés, la maturité de ce modèle fait que les clients arrivent à pouvoir mesurer d'autres impacts, autres que le taux d'usage, impact sur l'acquisition client, impact sur la rétention. Autant en Afrique, nous n'avons pas réussi à trouver des points d'attente et les contrats n'ont jamais été renouvelés en Afrique. Wow. Non-respect des accords financiers signés au départ. Ceci a été terrible pour nous. Il n'y a rien de pire que de signer un projet avec des conditions financières fermes. Donc, d'investir par exemple en recrutement sur la base de ces conditions et en cours de route, le client demande à changer les termes jusqu'à parfois de 70% sans contrepartie. Là-dessus, nous avons eu à prendre la décision soit d'attaquer en justice le client ou de trouver un accord, peut-être à tort. Nous avons à chaque fois accepté un accord à l'amiable qui ne nous convenait pas, créant ainsi un passif en dette qui ont par la suite accéléré notre chute. Donc en gros, parfois il faut attaquer ces clients véreux là, il faut les attaquer en justice. Parfois il ne faut pas être trop gentil. L'amiable là, c'est pas toujours bon. Et là, ils donnent des raisons externes, les raisons internes de leur chute. En haut, c'était les raisons externes, là maintenant les raisons internes. Il dit l'exécution est un élément clé. La première raison, c'est l'exécution. L'exécution est un élément clé dans la réussite d'une start-up. Une expression dit généralement, une idée de start-up ne vaut rien sans une bonne exécution. Selon l'étude intitulée des Startup Genome, Marmer and AI 2011, 2 facteurs jouent un rôle essentiel dans une exécution réussie. La capacité de la start-up à suivre correctement les étapes clés de la progression, la capacité de la start-up à réaliser un processus d'apprentissage continu. Pour de nombreuses start-up comme nous, qui rencontrent leur premier succès et connaissent une croissance forte, la question de faire évoluer la structure de la start-up se pose. L'adaptabilité, la capacité à s'inventer et innover, le dynamisme sont des atouts de la start-up tels que nous l'avons mis en œuvre pour pivoter et arriver au produit Sarah. L'enjeu était de conserver ces atouts tout en assurant le bon développement pour l'atteindre avec succès. Le statut de ce que l'on qualifie de scale-up. Je n'ai pas su conduire cette transition et nous avons mal géré cette croissance rapide. Nous avons perdu en agilité. Nous avons perdu en concentration, focus, tel que je l'ai déjà expliqué plus haut. Nous n'avons également pas pu intégrer des profils clés qui nous auraient aidés à passer cette étape. Et une erreur très importante que j'ai commise, la gouvernance et la transparence vis-à-vis de ses actionnaires. Je dirais que c'est un défaut lié à ma personnalité. Je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles et ça m'a été fatal. Ah, le pauvre. Je n'ai pas suffisamment utilisé la richesse que nous avions d'avoir autant de personnes exceptionnelles comme actionnaires qui auraient pu nous aider au-delà de l'aspect financier par leur expérience et conseils quand on était dans la difficulté. Il faut toujours tendre la main, pas que pour l'argent, mais surtout pour les conseils. Et il donna une recommandation. Mettez très tôt dans votre société un advisory board, un board, comme dans toutes les startups, pratiquement toutes, constitué de personnes expérimentées, même si ce ne sont pas vos actionnaires, avec des réunions régulières au minimum tous les 3 mois. Ceci vous permettra, dans les situations difficiles, les choix complexes, les prises de décision, pour prendre du recul ou tout simplement pour le besoin d'une oreille attentive. Ceci vous forcera également à mettre en place très vite des éléments de bonne gouvernance, des KPI, reporting, ainsi de suite. Ah, le genre de truc qui a manqué, les KPI, c'est important, c'est chiant à faire, mais c'est très important. Ok,
Là, il nous dit ici, c'est pas moi qui dis ceci, hein, c'est lui. Si vous avez tenu jusqu'à la fin de cet article, je vous dis bravo. J'espère que ce récit a été enrichissant pour vous et que ce type d'articles motiveront d'autres entrepreneurs à faire de même. Ça, j'espère vraiment. C'est tellement difficile. Car comme on le dit, quand on entreprend, 80% des erreurs peuvent être évitées. Et généralement, on apprend des erreurs des autres. Malgré cet échec, j'ai appris tellement de choses. Et je me sens aujourd'hui plus armé pour démarrer mon futur projet entrepreneurial qui va justement tirer parti de pas mal d'enseignements vécus d'Aidispo. Encore, je pense que je peux l'atteindre. J'ai des contacts qui le connaissent, donc je vais le transmettre cet épisode et j'espère qu'il va aimer. Et s'il m'écoute jusqu'à ce niveau de l'épisode, je tiens à te remercier, Ismaël. Merci de partager ton enseignement avec le monde. Et j'espère que les gens écouteront ce podcast, écouteront ton enseignement et feront évoluer notre continent avec de bonnes solutions. Et aussi feront évoluer la tech et l'entrepreneuriat en général. Merci Ismaël. Et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de faire cet épisode comme je vous ai dit. Je n'ai pas pu m'empêcher. Et si seulement on avait des récits plus similaires, des récits d'échecs quoi. Des récits d'échecs similaires un peu partout. Les gens glorifient la réussite. Ils glorifient tellement la réussite qu'on a l'impression que ces gens qui ont réussi n'ont jamais échoué. Pourtant, c'est faux. Quand je lis des biographies, je vois à quel point les gens ont échoué, à quel point les gens se sont cassés les dents. Bon, dans l'épisode qui va suivre, celui de Criteo, le fondateur de Criteo raconte comment il a échoué plusieurs fois avec l'idée de Criteo avant de trouver son product market fit. Le gars, il a levé des millions d'euros et quand il avait la réunion avec son board d'investisseurs, on lui a demandé c'est quoi ton chiffre d'affaires. Il dit je vois 3. On lui demande 3 quoi? On demande 300 000 euros. Il dit non. 30 000 euros. Il dit non. Devinez c'était combien son chiffre d'affaires? 3 euros. Bon, le micro a mal. J'ai un peu trop crié dans le micro. Son chiffre d'affaires, c'était 3 euros. Là, c'est drôle. Mais le gars, il partage ses échecs. Et plus tard, sa société a été valorisée. Maintenant, les parts de Criteo sont disponibles sur le Nasdaq. Et c'est un gars maintenant multimillionnaire, très riche. Mais il est passé par ces échecs-là. Dans son livre, il parle même de Failcon, une conférence sur les échecs d'entrepreneurs. Et ça me fait aussi penser à un livre. Bon, malheureusement, je parle de ce livre à la fin de l'épisode, mais j'aurais dû parler un peu plus tôt. C'est un livre sur l'échec des startups. J'ai lu ce livre il y a, je pense, 1 an, quand ça venait de sortir. Et c'est tellement édifiant, et c'est tellement instructif, ça apprend beaucoup de choses. Vous voyez les entrepreneurs qui quittent l'école là. On dit que pratiquement tous les entrepreneurs ont quitté l'école à un moment donné de leur vie pour lancer leur entreprise, blablabla. Bla bla. Ça, c'est l'infime partie des entrepreneurs qui quittent leur école, genre qui drop out of school, comme on dit en anglais. Ce qu'on ne dit pas, c'est la grosse majorité des gens qui veulent imiter ces entrepreneurs à succès-là, qui finissent leurs études et se retrouvent au chômage en train d'avoir du mal à trouver un boulot après que leur idée ait échoué parce qu'ils ne sont pas diplômés, à se retrouver à un âge avancé sans avoir de diplôme, un certain niveau d'études et tout. Bref, c'est ce genre de situation-là. Le livre parle de ce genre de situation. Et je vous le recommande. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. N'oubliez pas d'utiliser mon lien, s'il vous plaît. Vous aiderez le podcast. Bon, merci de m'avoir écouté. Et vous qui êtes restés jusqu'à la fin là, vous êtes des vrais. N'oubliez pas, aidez le podcast à grandir. Et s'il vous plaît, partagez les épisodes. Merci. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.